Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire avec une semaine chargée, encore une qui a été écrasée largement par l'actualité liée à la France insoumise, à ce qu'ils ont raconté, à la stratégie qu'ils ont déployée. On va en parler. On va aussi parler des municipales. C'est un peu lié aussi à la stratégie de la France insoumise, mais on reviendra, voilà, ce qui peut se passer dans beaucoup de villes, notamment les alliances à gauche, et puis on fera un petit point précis sur Le Havre, parce qu'il y a un sondage qu'a donné Jean-Paul Lecoq, le candidat communiste, devant au deuxième tour, donc élu au deuxième tour face à Édouard Philippe. Et puis Catherine nous donnera sa théorie de pourquoi est-ce que Le Cornu sera président de la République en 2027. Théorie qu'elle a commencé à réfléchir il y a 2 semaines et qui vraiment prend de plus en plus de place dans son esprit. Mais d'abord, J'ai pas dit élu, j'ai dit qu'il serait le candidat de la droite. du candidat de la droite, pardon. Autant pour moi. Mais elle vous expliquera tout ça par le menu dans une deuxième partie. Mais d'abord, on voulait revenir sur en fait une proposition qui est faite par Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, mais qui est aussi celle d'une partie de gens qui réfléchissent à gauche. Je vous soumets cette phrase de Jean-Luc Mélenchon qui est extraite de son discours qu'il a fait à Lyon jeudi soir dans un meeting. Il n'y a que 2 côtés à la barricade, à la digue contre le fascisme. On est d'un côté ou on est de l'autre. Il n'y a pas de milieu. On est fraîche. Oui, c'est une proposition de compréhension de la société française et du combat politique. Maintenant, le clivage, c'est fascisme, antifascisme, et tout est réuni par cette opposition qui n'a pas besoin d'être, développée. C'est-à-dire que d'abord on range les gens. Alors on a appris que les journalistes étaient des nazis au petit pied, donc je pense qu'on peut les mettre dans la catégorie fasciste. Mmh. Ça, c'était la proposition de Sophia Chikirou dans un meeting qu'elle a fait à Paris. Donc le monde se divise de cette manière, et puis il n'y a que cet affrontement qui peut permettre de le résoudre et de le traiter. C'est-à-dire que quand bien même les idées d'extrême droite, fascistoïdes progressent, c'est par cet affrontement direct que les faire reculer passe par cet affrontement en direct. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle lecture qui, c'est sidérant parce que il y a 15 jours, c'était pas du tout ça. Je veux dire, avant qu'il y ait le lynchage de Quentin Duranc à Lyon. De Ranc. Quentin Duranc à Lyon par la jeune garde, pas par la jeune garde, je dis des conneries, par des jeunes hommes dont on pense que certains d'entre eux appartenaient à la jeune garde qui elle-même est dissoute. Peu importe. En tout cas, jusqu'à ce lynchage, l'idée que le monde se divisait en fascistes et antifascistes n'était pas structurée comme ça dans le débat politique. Mais en 15 jours, c'est devenu comme ça qu'il faut lire le monde. Ce n'est plus, je sais pas moi, tout un tas d'enjeux autour du capitalisme, voilà. Non, d'un seul coup, boum, on est comme ça. Et question avec des contradictions, puisque la proposition donc qui est faite par Jean-Luc Mélenchon notamment, c'est-à-dire qu'en fait il y a une mise en scène et un développement autour de cette opposition, et il dit le peuple français, hier dans son meeting, puisque j'ai quand même regardé son meeting à Lyon, bien que ce soit long, hein, c'était quand même encore 1h40 de prise de parole. Il a dit comme ça, sous les vivats, que le peuple français n'était pas raciste et n'était pas fasciste. Donc en fait, c'est fastoche quoi, l'affaire est faite.
puisque les fascistes et les antifascistes organisent toute la vie française. Les fascistes, c'est un petit réduit, c'est ceux qui font les saluts nazis dans les villes, ceux qui manifestent. Enfin bon, les nazillons, c'est eux les fascistes, et le peuple français, lui, il n'est pas fasciste, il n'est pas raciste. Comment vous dire? Je trouve que cette analyse est d'une simplicité qui me tue, des contradictions qui me sidèrent, et surtout d'une inefficacité totale. Parce que si on s'imagine qu'on va faire reculer les idées du Rassemblement national de cette manière, et puis on pourrait peut-être même tenir compte des leçons de l'histoire, F comme fasciste, N comme nazi, ça n'a pas suffi à faire reculer le Front National. Bon, enfin bref, je suis étonnée à quel point cela a pris comme le feu dans la savane, en fait, autour de l'idée, on doit faire bloc autour de la France insoumise, qui fait bloc autour de la Jeune Garde. Hop, donc les analyses de la Jeune Garde qui se constitue comme un groupe antifa, alors que eux ils le voient de cette manière, ça c'est tout à fait vrai, mais que du coup ça construise la vision politique de la France insoumise et que du coup toute la gauche radicale est sommée d'adhérer et de reprendre cette vision binaire et simplificatrice. Alors là, les bras m'en tombent. Je vais me permettre de peut-être essayer de proposer une genèse en fait à la construction à l'élaboration de cette stratégie, parce que ça vient pas de nulle part. Et s'il le convoque dans ce moment, c'est pour des raisons précises qu'on peut d'ailleurs discuter. Pour ce faire, je vais reprendre une proposition, enfin quelque chose qui m'a interpellé en début de semaine. Il y a deux historiens, Nicolas Offenstadt et Johan Chapoutot, qui faisaient une discussion sur France Culture et qui parlaient des années 30. Les années 30 qui sont un référent qui est très souvent convoqué par divers pans de la société, que ce soit des intellectuels, des politiques, des universitaires, machin, pour en comparaison, en écho avec ce qu'il se passe aujourd'hui. Et Nicolas Offenstadt, à un moment, dit « Non mais attention, parce que lui, il veut pas faire des comparaisons, les historiens sont pas là pour tirer des comparaisons, il dit ah, « C'est exactement comme aujourd'hui, les années 30, et je sais pas quoi. » Il dit, on ne peut pas, ce qu'il faut, enfin, le travail de l'historien, c'est de considérer le contexte. Et il y avait un contexte dans les années 30, parce que genre, en gros, la question c'était, est-ce que les pacifistes des années 30, qui n'ont pas voulu aller faire la guerre à Hitler avant qu'il n'envahisse les pays avoisinants, est-ce que ces pacifistes sont en gros des collabos en puissance, tu vois. C'est comme ça que l'histoire les a jugés, tu vois. Daladier, on lui en veut beaucoup de ne pas avoir mené la guerre. Et ce que dit Nicolas Offenstadt, c'est non, il faut voir en fait qu'est-ce qui construit aujourd'hui Daladier. C'était quoi les pacifistes? Pourquoi est-ce que le peuple français qui avait choisi Daladier comme représentant principal a fait ce choix? Et la réponse, c'est que il y avait le trauma de la Première Guerre mondiale et que tous ces gens qui étaient au pouvoir et qui, ou d'ailleurs qui n'étaient pas, qui votaient dans les années 30, ils avaient ça en tête et ils ne voulaient pas le reproduire. Et aujourd'hui, je vois ce que fait Jean-Luc Mélenchon et ce que font diverses personnes, c'est que ils convoquent en fait ces années-là en disant fasciste, antifasciste. Ils convoquent les années 30, voire ils convoquent la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, et ils disent on va se retrouver dans la même situation, ou potentiellement on est presque déjà dans la même situation. Et il est vrai que dans les années 30, et encore plus pendant la période de l'occupation, bah, cette question de genre, t'étais d'un côté ou t'étais de l'autre, c'est comme ça que ça a été lu a posteriori. Parce que sur le moment, c'était un peu plus complexe que ça. Enfin, genre, il fallait bien que les gens vivent, la majorité des gens vivaient, y compris sous l'occupation. Mais c'est ça la lecture. Il y a eu les résistants et il y a eu ceux qui ont collaboré. La masse entre les deux, genre, on en a finalement assez peu parlé, elle est assez peu présente en fait dans notre histoire populaire. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que fait la France insoumise. Ils veulent nous dire, bon, bah, soit vous êtes d'un côté de la barricade, et ça fait longtemps qu'ils le disent, hein. Moi, ça m'a interviewé Aurélie Trouvé, je dirais, c'était après juste après son élection en 2022, et elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit, il y a que deux côtés à une barricade. Tu vois. Oui, non, mais qui est de côté à une barricade, ça on vient l'entendre. C'est est-ce que la France peut se diviser en bas avec deux côtés? On peut diviser. Alors voilà, je vais aller plus loin. Parce que, sachant que en même temps qu'ils disent cela,
il y a que deux côtés à la barricade. On est du côté fasciste ou pas fasciste, sachant que dans le même temps qu'ils dirigent cette barricade comme une lecture absolue du combat politique, ils font aussi un clivage maximum avec le reste de la gauche. Exactement. C'est ça. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, dans une certaine mesure, quand tu me dis il y a les fascistes, il y a les antifascistes, et la façon d'ailleurs dont tu as défini les fascistes en disant c'est ceux qui font des saluts nazis dans la rue, etc., et qui ont des croix gammées, je me dis, en fait, c'est une proposition de rassemblement. Parce que, genre, en fait, antifasciste est un camp qu'on peut imaginer dans la France de 2026 ultra majoritaire, tu vois. Enfin, et donc, quand tu te situes dans le camp antifasciste, tu veux tout rassembler. Or, et c'est là qu'il y a un hiatus, c'est là qu'il y a un problème, en fait, je trouve, dans le raisonnement de la France insoumise, c'est que on a parfois l'impression qu'ils font commencer le fascisme à tout ce qui est genre juste en dehors d'eux, à tout ce qui genre commence à s'interroger quant à ce qu'ils font, etc. Et c'est là qu'est le souci, c'est-à-dire que genre on ne peut pas imaginer que le camp antifasciste, ça serait juste les 2% ou 3% de Français qui vont tous les jours aux coupes d'action de la France insoumise. Ce n'est pas possible. Enfin, ou alors si tu commences à considérer ton opposition qui est genre tous les militants strictement insoumis et le reste de la population, c'est une stratégie qui, dans la perspective de prendre le pouvoir au présidentiel 2027, est une impasse, c'est complètement idiote. Enfin, donc là, il y a un problème. Donc, je vois il y a un objectif, en fait, en convoquant cet antifascisme, de dire, on va lever, en fait, cette majorité, tu vois, qui ne veut pas, qui ne s'est pas résolue, qui a toujours, en fait, dans son corps, parce que moi, je suis né à la fin des années 80, mais j'ai pas vécu, du coup, l'occupation, non, mais ni les années 30, ni les années 40. Non, mais c'est dans mon histoire, oui. Non, mais toi non plus. Non, mais c'est dans notre histoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça reste une plaie à vif, tu vois. Ça reste une des bases, en fait, sur laquelle on est construit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'accusation en antisémitisme est d'une violence genre qui est inacceptable et que je ne peux pas accepter, tu vois, genre et qui me fait du mal quand on m'accuse d'antisémitisme, tu vois, mais bien sûr, genre sur les plateaux télé, genre on m'a déjà accusé d'antisémitisme sous prétexte que je prenais fait et cause pour le peuple palestinien dans la guerre qui les oppose, où ils se font massacrer, où ils se font génocider par les Israéliens. Oui, je le dis, d'accord. Et je me suis fait accuser d'antisémite et ça me fait du mal, tu vois, genre parce que il y a cet écho avec Algène Grandet. Et c'est ça qui convainc, en fait, en disant antifascisme. Parce que le fascisme, c'est une production des années 30. Ça n'existait pas avant les années 30. Il n'y a pas de fascisme avant le 19e siècle. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas, tu vois, genre, et la question, est-ce que ça existe après, Mussolini, Franco et Hitler, est une vraie question. Enfin, et dans quelle forme ça existe? Oui, c'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose qui est très embêtant dans ce rappel des années 30, parce qu'en fait, si on réduit les fascistes à ceux qui sont des nostalgiques du régime nazi ou fascistes italiens, c'est pas beaucoup de monde. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que en fait, c'est le fascisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire cet hypernationalisme, cette exaltation de la violence, cette haine de l'étranger, cette valorisation des inégalités, cette idée qu'il y a un ordre éternel à retrouver, ça, c'est les idées que porte l'extrême droite américaine, c'est Donald Trump. Bon, donc Donald Trump, alors bon, il y a Elon Musk qui fait son salut nazi et Steve Bannon aussi, mais c'est pas, tu peux pas assimiler exactement Donald Trump à Hitler ou à Mussolini. C'est une extrême droite, ça, néo-fasciste, fasciste, oui, tout ce que tu voudras, mais qui ne peut pas, on peut pas recouvrir ça exactement avec la bande d'horribles bonhommes là qui ont manifesté à Lyon samedi dernier. Donc je trouve que déjà il y a une lecture, moi ce qui me désole, c'est que ce soit la lecture des groupes antifa qui deviennent dominantes. C'est-à-dire qu'en fait, et les groupes antifa, ils ont l'habitude de se castagner avec les nazis, quoi. Et donc, comme les marteaux voient les problèmes en forme de clous, les antifas pensent que les fascistes, ce sont les nazis. Or, c'est pas vrai. Le Rassemblement national n'est pas nazi.
C'est complètement con de dire un truc comme ça. Par contre, le Rassemblement national est vraiment un parti d'extrême droite extrêmement dangereux pour la démocratie, pour l'émancipation, pour l'égalité, etc. Pour les libertés publiques et pour les libertés individuelles, le Rassemblement national est un très grand danger qu'il faut battre. Mais si tu commences à penser dans les termes de l'équivalence avec l'extrême droite nazie, tu ne comprends rien à l'histoire. Or, le problème, c'est, encore une fois, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des antifas qui voient les problèmes en forme de clous nazis. Mais je ne peux pas penser une seconde qu'on va accepter que ce soit cette lecture-là qui organise notre lecture politique et encore plus notre pratique politique, le discours politique. Je veux dire, pour combattre ces idées de Marine Le Pen aujourd'hui ou de Jordan Bardella, il suffira pas de se prévaloir de l'antinazisme ou de l'antifascisme. Il va falloir apporter des réponses un peu plus solides et un peu plus circonstanciées à ce qu'ils proposent, enfin, d'abord à contester leur lecture du monde et contester les propositions qu'ils font. Et c'est bien de cela dont il s'agit. On peut pas en rester simplement au symbolisme des années 30. On sera complètement inopérant. Et encore une fois, F comme fasciste, N comme nazi, ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. Oui, parce que une des choses importantes et tragiques, c'est que aujourd'hui, le camp politique qui est le plus en dynamique, c'est l'extrême droite. C'est lui qui, en gros, depuis 20 ans, 30 ans, ne fait que inexorablement monter ses scores, s'implanter de plus en plus profondément dans la société. Et pour l'instant, comme tu dis, le F comme fasciste, N comme nazi et genre toutes les politiques d'ostracisation à son endroit, que je pense moralement très très importante. C'est-à-dire que genre il faut conserver en fait cette idée que ils doivent être exclus du champ du débat public. Ils peuvent pas être banalisés. On ne peut pas les considérer comme portant une proposition équivalente aux autres. Exactement. Donc ostracisé. Et moi, ça veut bien qu'on continue à dire F comme fasciste, N comme nazi, mais ça n'est pas suffisant. Et surtout, le problème, c'est que si tu les considères effectivement comme des nazis, tu n'expliques pas comment aujourd'hui une part importante et croissante de la population se retrouve en adhésion avec ces idées. Et en adhésion, contrairement à ce que, à mon avis, certains pensent à gauche, ils ne sont pas floués. Enfin, tu vois, genre, tu sais, il y a souvent cette volonté à gauche de démasquer, en fait, le fascisme ou la réalité des idées proposées, avancées par le Rassemblement national. Je pense que c'est vain. Je pense que, enfin, on peut bien sûr continuer à le faire, et d'ailleurs, nous, on y participe aussi parfois. Mais oui, donc dire que, par exemple, ils votent pour l'intérêt des intérêts des puissants, etc., etc. Je pense que les gens le savent, en fait. Enfin, je veux dire, et c'est pas ça l'enjeu principal du vote du Rassemblement national. L'adhésion de beaucoup de Français et de Françaises au projet xénophobe, tout ce que tu veux, de l'extrême droite. Inégalitaire. Profondément, c'est anti-lumière, en fait. Qui n'a ni la passion de l'égalité, ni la passion de la tolérance, pour reprendre la définition de Roger Martelly. Et je pense que, genre, effectivement, il va chercher ses racines beaucoup plus profondément, et c'est ça qu'il faut analyser. Et cette grille de lecture fasciste, antifasciste, si je peux comprendre pourquoi elle est convoquée à certains endroits, en fait, elle est nécessaire mais pas suffisante du tout. Bah moi je pense qu'elle nous fait une impasse. Moi, je pense que là, elle galvanise, si tu veux. Voilà, elle fait qu'on va dans les manifs, fait bloc, mais ça nous permet pas du tout d'apporter dans la pratique, et ça fait que d'une certaine façon, comment il s'appelle, Hugo Bernalicis, par hasard, je suis tombée sur lui, ou je l'ai vu peut-être sur les réseaux sociaux, je sais plus. Il est invité par Darius Rochebain sur LCI pour un interview, et il dit « Je suis contente d'être sur CNews. Je vous remercie. » Bon, c'est quoi cette provocation? Je veux dire que là, il parle à des gens qui sont en train de regarder LCI. Les gens qui regardent LCI ne se sont pas trompés. S'ils regardent LCI, c'est qu'ils ne regardent pas CNews. Donc, qui regarde une chaîne de droite qui est liée au groupe TF1. Darius Rochebain, c'est un libéral très à droite, conservateur et tout ce que tu voudras. Tu ne peux pas dire que Darius Rochebain, c'est un fasciste.
Et tu ne peux pas dire aux auditeurs de LCI, vous regardez LCI, mais en fait, vous regardez CNews, c'est comme si vous regardez CNews. C'est-à-dire qu'en fait, ça les conduit dans une attitude, d'agression, ils se mettent, ils prennent tout le monde de front, quoi. Après avoir pris tous les journalistes de front, comme l'a fait Madame Chikirou et Monsieur Mélenchon lors de son meeting à Lyon et lors de sa conférence de presse réservée aux influenceurs très influençables. Je veux dire, ils sont dans une attitude de construire un groupe de fer, un groupe de choc qui n'intègre pas du tout les autres, qui ne fait pas du tout droit à tout un chacun, qui nous insulte, qui nous engueule. Ok, attends, je vais te poser une question parce que là, tout d'un coup, quand tu racontes ça, ce qu'a fait Hugo Bernalicis sur LCI, ça me rappelle une autre personne qui passe souvent à la télé, toi, qui, sur un plateau, sur France Info, t'avais dit, mais là, vous êtes tous en train de vous transformer en rhinocéros. Non, je vais pas T'avais dit quoi? Je n'avais pas dit tout, j'ai dit je ne deviendrai pas un rhinocéros et nous n'allons pas devenir des rhinocéros. Oui. J'ai pas dit vous êtes en train de devenir des rhinocéros. J'ai dit nous ne devons pas devenir des rhinocéros. Nous ne pouvons pas. Et rhinocéros, c'est référence à la pièce de Ionesco où chacun, le héros de la pièce voit tout son entourage progressivement être fasciné par ces rhinocéros qui sont puissants, verts, de gris et comme ça. Qui sont des nazis en fait, c'est une naziste. Voilà. Et qui sont fascinés et qui progressivement vont devenir eux-mêmes ces espèces de bandes en cohorte violentes et brutales, vert de gris. Donc il voit et lui-même à la fin devient un rhinocéros à la fin de la pièce. Donc c'est une métaphore de la transformation d'une société en une société fasciste. Et quand je dis ça, je dis je ne le serai pas. Je ne vais pas faire ça. Tu sous-entendrais pas que le reste du plateau, oui? Non, j'étais pas en train de dire que. J'étais en train de sonner l'alerte. Ne le devenez pas. Regardez ce qui est en train de se passer. En niant, par exemple, le génocide des Palestiniens, regardez ce que vous êtes en train de devenir. Et la deuxième chose, c'est que quand on va souvent à France Info, et nous savons, toi et moi, que sur France Info, tous les journalistes ne pensent pas pareil. Ils ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas équivalents. Et nous savons que beaucoup d'entre eux sont plutôt la social-démocratie de droite et puis jusqu'à la droite. Il y en a 2 ou 3 qu'on a bien identifiés comme étant probablement des électeurs de l'extrême droite. On les a identifiés, toi et moi. Mais je veux dire, on ne met pas tous les journalistes dans un bloc. Et il y en a aussi qui sont vraiment de gauche et qui font leur taf. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est pas un homogène, c'est pas un tout indifférent. Il y a des gens et tous. Alors là, pour le coup, tous font les choses de manière professionnelle. On l'avait déjà dit à propos de BFM, toi et moi, où on connaît assez bien cette chaîne. Et les gens qui travaillent sur BFM, les journalistes, les 400 personnes qui travaillent à BFM sont des gens qui veulent faire leur boulot. Et dans les problèmes que pose aussi toute cette simplification outrancière, c'est d'assimiler les gens aux propriétaires de leurs médias. C'est-à-dire que donc tous les journalistes de France, des chaînes de radio service public seraient des macronistes, tous ceux qui sont chez Bolloré seraient des fascistes, tous ceux qui sont à BFM seraient des macronistes en voie de fascisation, etc., etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Les gens qui travaillent dans les entreprises, donc toutes les entreprises, que ce soit des entreprises de presse, de l'idéologie ou les autres, ne sont pas homogènes à leur patron. Ce n'est pas vrai. Et en particulier, ce n'est pas vrai des journalistes. Et ça fait partie de ce que je pense aussi à propos des simplifications qui sont complètement outrancières, c'est que en fait, il y a, et on en avait parlé il y a pas très longtemps, il y a de fortes possibilités de résistance dans la société, dans la pratique que les uns et les autres ont dans leur travail, dans leur voisinage, dans les solidarités familiales, les manières. Encore une fois, ce que vous regardez, tous les jours, on fait sur la newsletter de Regard, on fait une recommandation. Et notre principe, c'est de faire une recommandation de quelque chose de accessible à tous, gratuit, accessible à tous. Donc, en gros, ça vient de la radio, de la télé ou de quelques journaux qui sont gratuits en ligne. Mais tous les jours, on a des propositions à faire qui sont des propositions intéressantes et progressistes
Ce n'est pas vrai qu'on vit dans un monde refermé sur le fascisme. Ce n'est pas vrai. Donc, et c'est ça qu'il faut rassembler, valoriser, au lieu de chercher à savoir si ton voisin d'à côté, il n'est pas déjà en train d'être un fasciste. Et en l'occurrence, ce que je trouve incroyable dans cette théorie, c'est que, ça ne comprend pas ce que c'est que l'extrême droite d'aujourd'hui. 2, ça simplifie les positionnements des uns et des autres. 3, ça ne rend pas possible l'unité. Et 4, c'est totalement en contradiction, ou au contraire, c'est peut-être pas en contradiction. Finalement, cette simplification va avec cette idée qu'il faut faire un groupe très solide et que tout le reste, on le coupe avec. Donc, on coupe avec le reste de la gauche. Les conséquences de ça, c'est que, par exemple, à Marseille, on peut avoir tout à fait une France insoumise qui décide que, au nom de cette lutte que elle seule mène contre le fascisme, elle ne fait pas alliance avec le reste de la gauche, et que c'est un facho qui est élu à la mairie de Marseille. Bon, t'empiètes sur le sujet. Oui, j'empiète, mais c'est les conneries en chaîne que ça peut avoir, quoi. Oui, t'as raison, mais encore une fois, tu vois, moi je cherche à me l'expliquer. On prenait un apéro avec une amie cette semaine qui connaît bien les milieux de la gauche politique, associative, syndicale, et en fait, elle cherchait à comprendre les tenants et les aboutissants en fait de le pourquoi du comment de la stratégie de la France insoumise du moment. Bah, tout le monde se demande. Tout le monde. Et là en t'écoutant parler, tu vois, je me dis pourquoi est-ce qu'ils prennent la stratégie de la citadelle assiégée. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi dans la citadelle assiégée, dans le fait d'imaginer d'être les seuls en fait à tenir bon, à avoir le verbe juste et le projet adéquat et le projet vraiment de gauche, etc. et être plus pur que pur, machin. Je pense qu'il y a quelque chose. Ils sont la citadelle assiégée, ils sont le sel de la terre. Et ils sont le sel de la terre. C'est pas simplement qu'ils sont agressés, c'est qu'ils considèrent que c'est d'eux que viendra et que d'eux et d'eux seuls. Oui, mais moi je reviens à mes comparaisons historiques. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément français en fait dans ce positionnement et que c'est de la culture française. Je parlais tout à l'heure de la résistance, tu vois. Pendant très longtemps, tu vois, on a fait comme si, jusqu'en dans les années 90, on a fait comme si la seule France qui existait c'était la France du général de Gaulle et la France des résistants. Tu vois, après on a fait, en fait il n'y avait pas que ça, il y avait tout le reste et qui était même peut-être majoritaire. Et donc on est dans notre dernier siècle. Les années 60. Oui, les années 60, mais genre moi je parlais plutôt de Jacques Chirac. Et tu vois, la reconnaissance officielle en fait que la France avait aussi collaboré. Mais ça ne va pas que là-dedans. Lorsque, là, il y a un personnage dont on parle beaucoup, Dominique de Villepin, tu vois, qui revient sur le devant de la scène, il dit des choses. Dominique de Villepin, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit non, et puis il y avait à ce moment-là, alors qu'en plus ce n'était pas tout à fait vrai, mais il avait un sentiment de solitude, tu vois. C'est de dire genre, je suis genre Astérix et Obélix et le village gaulois et je vais dire non. Et moi, petite France, mais tellement fière, mais tellement grande de son passé, mais tellement grande de son... Oui, l'héroïsme de Gaulle, l'héroïsme de Gaulle seul, tu vois. Il y a un truc de genre, et l'histoire s'écrit. L'histoire française s'écrit à partir, en fait, de ces résistances. Alors, ce sont des résistances minoritaires. Alors, je pense que ça fait partie de l'histoire de France, mais quand même, tout le monde sait que 1936, c'est des immenses manifestations et un immense mouvement social. Ouais. C'est pour ça que quand je dis que ça nous empêche d'agir correctement, c'est-à-dire qu'au lieu de voir toutes les leviers et toutes les forces qui sont capables de se mobiliser et de s'agréger, comme elles l'ont montré en juin 2024, on l'obère complètement, on ne le voit pas, alors que c'est 1936 nous raconte ça, 1968 nous raconte ça, 1995 nous raconte ça. C'est-à-dire que les grands temps de la gauche française et qui ont à chaque fois débouché politiquement soit l'élection du Front populaire, mais 1968, c'est évident que c'est ce qui va transformer les années 70 et aboutir à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81. 1995, ça débouche sur l'élection de la gauche plurielle en 97. Ces grands mouvements sociaux ont eu des prolongements politiques et c'est cette articulation-là qui est l'essentiel. Il n'y a pas d'antifascisme qui soit minoritaire avec les groupes antifa, je sais pas moi, tout le monde raconte un peu qu'en gros les services secrets,
regarde quels sont les groupes d'extrême droite et d'extrême gauche, on considère qu'il y a à peu près 3000 mecs dans les groupes d'extrême droite nazillons et qu'il y en a à peu près 2000 en France dans les groupes antifa. Bon, enfin, écoutez, c'est une blague. Enfin, c'est une blague. C'est pas 2000 personnes qui vont s'opposer à la montée du nazisme ou du fascisme ou de je sais pas quoi. Enfin, qui vont. Et même l'idée que c'est eux qui vont nous protéger, mais rien du tout. Mais rien du tout. Je veux dire, on va pas c'est pas 2000 personnes qui vont nous protéger de toutes, si les nazillons attaquent, les 2000, ils sont pas, en face, ils se courent pas, ils se marquent pas la culotte au jour le jour. Ce n'est pas vrai. C'est une blague. C'est une construction, intellectuelle, idéologique et qui raconte une histoire qui est une histoire d'un héroïsme qui n'est pas de notre temps et qui en fait n'a jamais eu lieu comme ça. Parce que quand il y a eu les affrontements ou même en Allemagne, je pense avec les communistes allemands face aux nazis. Ouais, dans les voilà. C'était des dizaines de milliers de personnes. C'était pas 2000. Parce que je veux dire ça n'a aucun sens. Je veux dire je suis d'accord avec toi. Et il y avait 40 000 nazis qui manifestaient dans les rues. Faut voir toutes les images d'archives qu'on connaît, qu'on voit. Enfin, je veux dire, c'était totalement effrayant. Là, j'entends bien que il y a eu 3000 mecs qui sont venus à Lyon le week-end dernier et que on a recensé 57 morts, je crois, depuis 86 et 12 depuis 5 ans. Mais enfin, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur, quoi. On n'est pas dans l'ordre et la France n'est pas aujourd'hui structurée par les attaques des nazis. Je regrette. Non, mais je souscris totalement à ce que tu viens de dire, mais voilà, je remettais en perspective, tu vois, cette histoire, et peut-être qu'on pourra terminer sur ce chapitre avec cet aphorisme que j'ai essayé d'expliquer à un Américain on parlait de Al Gore. Al Gore, c'est ce monsieur qui s'est présenté contre George Bush en 2001 et qui a perdu. Et je disais, Al Gore, il avait un peu raison avant les autres. Parce qu'il est devenu un héros, enfin un leader du mouvement contre le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique a pris de l'importance après, alors qu'en 2001, on n'en parlait pas tant que ça. Et lui, c'était déjà son sujet. Et en fait, il m'a regardé, c'était un francophone. Et en fait, il connaissait pas, il parle pas hyper bien français, mais il comprenait pas cette expression. Il a eu raison avant les autres, tu vois. Il me disait, non, il a perdu. Et j'étais là, genre, oui, d'accord, il a perdu, mais il a eu raison avant les autres parce que le sujet qu'il portait, tu vois, il a dit, il ne comprenait pas le concept de cette expression. Et nous, c'est vrai qu'en France, on utilise très souvent ça. Il a eu raison avant les autres. Et c'est ça, je pense aussi que j'essaie de faire. C'est ça que porte Jean-Luc Mélenchon, au fond, c'est que il sait qu'aujourd'hui, on peut pas diviser fascisme, antifascisme. Mais en fait, il est déjà en train de préparer après pour dire, voyez, d'ailleurs, il le dit très souvent, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Il a France Insoumise. Je vous l'avais bien dit. Je vous l'avais dit il y a 4 ans. Je vous l'avais dit il y a 10 ans, en fait, que ça allait se terminer comme ça. Et genre qu'on allait y avoir une cabale médiatique et qu'il y avait non. Il est déjà en train de tout préparer. Mais le problème, c'est que c'est vraiment, pour moi, fascisme, antifascisme, c'est vraiment une conception, une opposition qui ne prend pas en considération la réalité des dynamiques, des oppositions qui existent dans la société. Elle est historique. Ça fiche chacun dans un espace. Ouais. On est fasciste ou on est antifasciste. Non, désolé, mais non. Tous les mecs qui votent Rassemblement National, il y a 15 ans, ils votaient pas Rassemblement National. Donc l'enjeu, c'est quand même aussi qu'ils arrêtent de voter Rassemblement National. Enfin, je veux dire, on peut pas figer les gens dans cette. Alors, je dis pas qu'il y en a pas quelques-uns qui sont solidement ancrés dans leurs convictions et qui n'en bougeront pas et qui sont pour aller d'extrême droite. Pour aller dans ton sens, très souvent, la gauche, la France Insoumise, mais pas que, ne se concentre pas sur tu vois, ces gens-là qui votent Rassemblement National et essaient de les faire revenir, mais sur les abstentionnistes. Parce que les abstentionnistes, ils se disent, tiens, les abstentionnistes, c'est plus cool, tu vois, eux, potentiellement, ils pourraient voter pour nous puisqu'ils n'ont pas encore voté pour le Rassemblement National. Je pense que c'est une erreur vraiment magistrale. Enfin, les abstentionnistes, il n'y a pas de raison, en fait, qu'ils veulent plus à gauche que le reste de la population. Mais c'est là-dessus qu'on se concentre. Précisément parce qu'on imagine que les blocs sont figés. Oui, mais surtout, ce que je pense, c'est que au fond, pour les abstentionnistes, comme pour les électeurs du Rassemblement National et comme pour nous tous, ce qui nous détermine, c'est est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une perspective qui me convient à moi, à mes proches et à mon pays? Et c'est ça que l'on cherche dans la politique, en particulier quand on se prépare aux élections présidentielles. C'est est-ce qu'il y a un espoir et une perspective politique? Et donc,
pour tous, c'est ça qu'il importe d'exprimer et de porter. Et cette dichotomie-là, je pense qu'elle est porteuse de absolument aucun espoir et qu'elle est juste totalement anxiogène en plus, de surcroît, parce que les gens, ils ont pas tellement envie de se dire que ce qui est super, c'est qu'on va tous se foutre sur la gueule dans une guerre civile française. Non, mais franchement, c'est pas une perspective heureuse, hein. Et en plus, en dehors du fait qu'elle est fausse, mais elle est effrayante. Deuxième point, un peu plus rapidement, sur la stratégie de la France insoumise. On en a un peu parlé. Oui, on en parlait un peu. Là, oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu que ça cette semaine. Donc, il y a eu les attaques. Mais vraiment, c'était une batterie d'attaques contre la presse. De la part, tu l'as rappelé, du gouvernementaliste, de Jean-Luc Mélenchon avec sa conférence et dans son meeting. Conférence de presse réservée aux influenceurs. Voilà. Et dans son meeting, il a aussi attaqué la presse à Lyon, et Sophia Chikirou, qui, s'adressant aux journalistes qui étaient présents dans son meeting, les a traités de nazis au petit pied. Même si j'ai vu que certains insoumis s'en défendaient en disant non, elle parle du Rassemblement national. Donc, une fois une petite ambiguïté. Non, elle parle très clairement des journalistes. Donc il y a ce package, et puis il y a eu, et là on enregistre vendredi après-midi, et c'est voilà. Le sujet du jour. Le sujet du jour, on va dire, enfin, et je crains qu'il le dure, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a raconté en plaisantant à propos de l'affaire Epstein, où il a parlé de la prononciation de Epstein, haha, et comment il faut le dire, est-ce qu'il faut le prononcer à la russe, et derrière, s'en est suivi toute une ribambelle d'attaques, parce que en vérité, ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Donc, pour résumer, il dit, moi, je ne dirais pas Epstein, je dirais Epstein, parce que dire Epstein, c'est en fait le prononcer à la russe. Donc, sous-entendu, c'est contre les Russes que c'est dirigé. C'est une proposition assez étrange, parce que jamais personne n'a noté que les Russes disaient in. Je veux dire, Eisenstein. On dit Eisenstein. Ça, je veux dire, c'est les noms russes ne se prononcent pas spécialement en in. Donc, je sais pas d'où il a sorti ce truc-là. Par contre, malheureusement, le Ein, Einstein, Bernstein, etc., c'est plutôt le nom, enfin une terminologie qui vient d'Europe, éventuellement qui était voilà. Donc ça plutôt c'est plutôt une phonétique qui rappelle l'origine juive du nom. Donc dire je ne dirais pas Epstein, mais je dirais Epstein, ce n'est pas vrai que ça renvoie à la question, à de l'anti-russophobie, à de la russophobie de base. Ça renvoie à l'identité juive de Epstein. D'autant que c'est vrai que les liens de Epstein avec genre la sphère russe existent, je pense, et ils commencent un peu à être documentés, et de toutes les façons sont reliés par des gens qui, c'est pas documenté, mais ils relient quand même. Mais ça, c'est, je pense, moins important que la façon dont certains relient Epstein et toute son affaire avec Israël, notamment via le Mossad. Et il y a cette suspicion qui existe sur les réseaux sociaux, celle-là pas très documentée, qui ferait de Epstein un agent du Mossad. C'est une suspicion d'ailleurs qui a été reprise par des députés de la France Insoumise, sur Twitter. Sur Twitter, exactement, qui voilà, dans les semaines passées ont fait ce lien entre Israël, le Mossad. Semaines passées, les courtes semaines passées, exactement. Israël, donc ça sort pas de nulle part. Enfin, je veux dire, ça s'inscrit dans un truc plus assez récent, quoi. Ouais, et surtout, ce qui est tout à fait étrange, c'est que c'est pas arrivé hier soir au meeting de Lyon. Moi, j'avais écouté la conférence, enfin pas la conférence, la discussion à bâton rompu. Qui s'appelle Allô Mélenchon. Ouais, entre Léaumont, Mélenchon, Coquerel et Mathilde de Panot, où déjà Mélenchon dit... Sur les 10 ans de la France Insoumise. Voilà, déjà Mélenchon dit « Je ne dirais pas Epstein, je dirais Epstein ».
il développe pas, mais il dit ça. Je l'avais noté, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Et il la disait suffisamment clairement pour que on Tu l'as comprenne noté, toi, déjà. que moi je l'ai noté et puis que je comprenne que il y voyait un enjeu politique. Et j'apprends que il a fait la même chose à Montpellier. C'est quand même Rocheny qui a sorti ça. Voilà, à Montpellier, il a déjà fait cette insistance sur on ne dit pas Epstein, on dit Epstein. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il a cette... Mais qu'il nous dise quelque chose d'intéressant sur l'affaire Epstein. Mais c'est pas son problème. La question dont il nous parle, c'est la prononciation du nom de ce monsieur. Parce il nous a pas développé un discours, une théorie intéressante sur qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces liens, de ces puissants, de l'imbrication de l'argent, du sexe, du pouvoir et tout ça. Enfin, il y a des tas de choses à en dire. Il n'en dit pas de grand-chose de ça. Il dit, il faut dire Epstein. Non, oui c'est ça. Il dit, il faut dire Epstein et pas Epstein. Non, mais c'est quand même, franchement. Je veux dire, l'autre couche, c'est que il le dit dans un moment d'ironie. C'est-à-dire que genre tout ça c'est dit sur le ton de la blague, de vous voyez bien ce que je veux dire, tu vois. Enfin, et d'ailleurs la salle comprend parfaitement ce qui se passe puisque la salle éclate de rire à ce moment-là. Oui, parce qu'il dit, on dira donc plus Frankenstein, mais on dira Frankenstein. Voilà, il fait des blagues. Il fait des blagues en fait. Bon, déjà faire des blagues sur Epstein. Je trouve ça, lorsqu'on est un politique de premier rang, je ne trouve pas ça forcément très à propos. Mais ensuite... Faire des blagues sur les noms des gens. Oui, à connotation étrangère. Bon, t'es là, Tu fais ça avec prudence, s'il te plaît. Surtout quand on est de gauche. Enfin, ouais, c'est ça. T'es pas obligé. Non. Non. On se moque pas du nom des gens. Et en plus, bien évidemment, voilà, il y a cette connotation, cette suspicion d'antisémitisme. D'insistance sur l'identité juive de Epstein. Au fond, ce qu'on veut dire, c'est on veut nous masquer l'identité juive de Epstein. Voilà. Alors évidemment, il désamorce le truc en disant mais non, mais je suis un laïc, je veux pas qu'on assimile chacun à sa religion, etc. Il le dit un peu plus tard dans le meeting. Mais alors pourquoi tu nous parles de ça? Mais pourquoi tu nous emmerdes avec la façon de prononcer le nom? Pourquoi t'en fais un enjeu politique? Non, c'est insupportable. C'est insupportable parce que du coup, nous tous les deux bravement, toi tout à l'heure à France Info, moi ce soir à BFM, on va certainement nous attacher sur ce truc-là. Et nous, on va dire, ah mais non, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas du tout, il est pas du tout antisémite, et puis c'est pas... Non, il n'y a pas de rapport avec l'antisémitisme. On va dire ça. On va le dire. Parce qu'en plus, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Mais pourquoi fait-il ça? Moi, j'ai trouvé que ta proposition, elle était juste. Moi, ma proposition, c'est de dire, il veut il occupe en fait, il veut être déjà. Non, il occupe la scène médiatico-politique en fait en permanence. Donc, il crée sans arrêt en fait, il produit ce type de phrases. Et ensuite, on revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure. Il crée les conditions d'être une citadelle assiégée. C'est-à-dire que là, il va faire que, voilà, depuis ce matin, et ça va être encore ce soir et tout le week-end, tout le monde va l'attaquer en lui disant c'est antisémite, et lui va dire allez-y, prouvez-moi que c'est antisémite. Puisque, effectivement, dans des plaintes, etc. Et effectivement, dans les phrases qui sont facilement retrouvables sur Internet, il n'y a rien d'explicitement antisémite. Tout est très subtilement sous-entendu. Non, c'est même pas sous-entendu, il y a même pas. C'est juste pourquoi parle-t-il de ça. Et donc, il va dire, voyez bien qu'il y a une cabale contre moi. Voyez bien que tout le monde est ligué contre moi puisque je ne dis rien d'explicitement antisémite et on me traite d'antisémite. Voilà. Et donc, cette position victimaire permanente, mais qu'il provoque. C'est ça le problème, c'est que il le fait à dessein, comme Catherine l'a rappelé. C'est la 3e fois en fait qu'il nous raconte cette histoire. Donc genre, il le provoque et d'ailleurs il attend jusqu'au moment où vraiment les gens vont s'en saisir. Ça y est. Là, voilà. Enfin, c'est sorti sur la place publique, ça fait 3 fois. Au bout de la 3e fois, quelqu'un a repéré le truc. Mais ce que je trouve vraiment terrible, c'est qu'en fait, en plus dans cette espèce de radicalisation vous êtes avec moi, vous êtes contre moi, vous êtes du côté de la barricade ou vous êtes de l'autre côté de la barricade, c'est-à-dire qu'on est obligé, il nous oblige à endosser tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'endosser son analyse de fasciste-antifasciste, il faut qu'on endosse son analyse que la jeune garde, c'est pas du tout des gens violents, pas du tout. Il faut qu'on endosse son appréciation sur la manière de prononcer le nom Epstein, etc. Il faut qu'on endosse toutes ces attaques contre la presse globalement, parce que si tu endosses pas ça, t'es de l'autre côté de la barricade.
tu es du côté donc alors, des fascistes. Potentiellement. En tout cas, tu n'es pas du bon côté de la barricade. Donc, en faisant ça, il nous oblige à avaler dans un entonnoir. Il nous file toutes ces idées encore une fois, contre la démocratie aussi. Pas de démocratie dans son organisation. Enfin, je veux dire, voilà, il faut que tout ça, on valide. On est d'accord avec tout ça parce que comme nous revendiquons de la gauche radicale, c'est-à-dire d'une gauche qui veut un changement profond et pas superficiel, un changement de logique, donc un changement qui aille à la racine, et c'est pour cela que moi, je me sens de la gauche radicale, mais je suis pas d'accord avec tout ça. Je ne suis pas d'accord avec tout ça, ouais. Voilà. Et ça me casse les pieds de me retrouver à devoir à chaque fois, parce que dans les simplifications des débats, parce que c'est comme ça, les gens, ça va vite et que on a le temps qu'on a pour s'exprimer, il faut qu'on avalise d'une certaine manière des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et le problème, c'est que du coup, nous, on a deux types. Alors non, c'est tout à chacun. C'est tout à chacun. Tout le monde se trouve de la gauche. Tout le monde est obligé dans ses combats quotidiens sur le marché quand tu distribues les tracts pour les élections municipales, quand tu fais une lutte pour je sais pas quoi contre la suppression d'une classe ou la fermeture d'une entreprise ou l'augmentation des loyers. Alors dès que tu es obligé si tu t'identifies à la gauche radicale, tu es obligé de te défendre, de ne pas être pour la violence, de ne pas être contre la démocratie, de ne pas être antisémite. Non, mais c'est insupportable. Hein. Oui, c'est assez insupportable et c'est vrai que ça fait partie de beaucoup des commentaires qu'on reçoit qui sont souvent verts et très agressifs. Donc c'est ou bien vous êtes passé du côté des fascistes, d'accord, merci. Oui. Ou bien qui sont plus sympathiques mais tout aussi violents, c'est de dire voilà, vous refusez de faire bloc. Et moi je veux bien en fait faire bloc. Mais maintenant, ça fait 10 ans que je suis à Regard, ça fait 10 ans que la France Insoumise existe aussi, et ça fait 10 ans que on me demande, alors voilà, quand il y a la République c'est moi et qu'il attaque l'institution judiciaire, je dois faire bloc, je dois fermer ma gueule. Quand il y a Adrien Quatennens qui frappe sa femme et l'attitude des députés insoumis et de toute la France, et d'une grande partie de la France Insoumise, mais pas toute, est insupportable de sexisme et dans la défense d'Adrien Quatennens, je dois fermer ma gueule parce que je dois faire bloc et sinon j'appartiens au parti médiatique. Et là, on nous demande la même chose sur l'antisémitisme, sur la violence, sur le machin. D'accord, je veux bien. Mais où est-ce qu'il est l'espace, en fait, où Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont réfléchi, en fait, à ce qui s'était passé en 2018, au moment de la République, c'est moi? Nulle part. Tant et si bien que lorsque Nicolas Sarkozy est condamné l'année dernière, qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon? Il hop, une petite léchouille, et genre, je vois bien, en fait, le lien qu'il y a entre sa position de 2018 et ce qui s'est passé lorsque Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy sont dans les tribunaux. Il y a un lien, en fait, entre les deux. Pourquoi? Parce que jamais, entre ces deux moments, 2018 et 2025, personne n'a posé le débat à la France Insoumise. Et donc, du coup, il raconte, je suis désolé, n'importe quoi sur ce pilier de la République qui est la justice. Et le problème, c'est qu'il en va de même sur les autres sujets. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse bloc, genre, les Insoumis, vous me dites, on fait bloc, d'accord, très bien. Quand est-ce qu'on en parle? Moi, je veux juste un espace. Et c'est pas moi. C'est collectivement. Où sont les espaces où il y a, avec les autres forces de la gauche, pas forcément que les partis, hein, il y a des syndicats, des associations, il y a plein de gens, en fait, qui sont plein d'endroits, en fait, qui sont susceptibles d'être, genre, des forces au tournant plus que nous deux avec Catherine, genre, pour donner de la matière à penser. Mais le problème, c'est que la France Insoumise refuse, en fait, tous ces espaces. Et comme Catherine dit, on nous fait avaler tout. Enfin, c'est insupportable. Bon. On clôt le chapitre la France Insoumise ou tu veux un mot de la fin? Non, je veux pas le mot de la fin, t'as tout dit. Deuxième partie, on va faire plus court, sur les municipales. Alors Catherine a commis une newsletter ce vendredi, je déteste ce mot. Quoi? Un mot un peu bourgeois. Genre, a commis? A commis. J'ai commis un opus, toi si j'avais dit. Vous avez commis une newsletter, vous avez commis un article, bon bref, elle a écrit un article sur les municipales où elle mettait en avant il y a quand même beaucoup de municipales qui risquent d'y avoir des changements. Il y a beaucoup de grandes villes. Il y a beaucoup de grandes villes qui sont, en fait, là, on commence à avoir eu pas mal de sondages qui sont tombés. Et en fait, moi, ce qui me paraît important de noter, c'est que il y a un certain nombre de villes de gauche qui sont en danger.
de gauche, les socialistes, des écologistes, essentiellement. Des communistes, je sais pas ce qu'il y a. Si, il y a Martigues, ouais. qui est sérieusement menacé par le Rassemblement national, et un certain nombre de villes de droite également qui pourraient être reconquises par la gauche, et quelques villes dont je ne parle pas dans la newsletter, mais parce que c'était pas le propos de ce matin, quelques villes de la droite qui pourraient passer à l'extrême droite, comme Toulon ou Nice. Carcassonne, je sais pas ce que c'est comme. C'est pas ils sont aujourd'hui. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont, mais bon, ça c'est un des grands objectifs du RN. Sans parler de toutes les villes de plus petite importance, mais qui peuvent faire aussi basculer des intercommunalités. Par contre, là, ça devient plus significatif et des sénateurs. Oui, gagner des sénateurs, mais dans les intercommunalités, c'est quand même c'est un échelon assez important pour organiser la vie locale, enfin pour prendre des décisions concrètes dans les vies locales et pour organiser la vie politique à l'échelon local. Et ça, notamment, évidemment, le bassin minier dans le Nord est extrêmement concerné. On va probablement aussi voir des choses de cet ordre dans l'Est de la France et autour de l'arc méditerranéen, enfin des zones de force du Rassemblement national, où le Rassemblement national pourrait prendre des villes de beaucoup moindre importance, mais néanmoins, ça définit, ça contribuera au rapport de force, au nouveau rapport de force qui va se créer avant les élections, notamment présidentielles. Donc, je me suis dit que dans ces circonstances, l'idée que on continue d'aggraver la coupure entre les gauches, parce qu'on a beaucoup plus qu'aux élections municipales antérieures, il y a beaucoup d'endroits où la gauche est unie en dehors de la France insoumise. Il y a quelques villes où la France insoumise est alliée aux écologistes, quelques villes où la France insoumise est alliée aux communistes. Quelques villes où la France insoumise est alliée avec le Parti socialiste. Ah bon? Oui, Agen par exemple, au premier tour. Il y a quelques villes, dont Agen. Ah oui, mais ils rentrent avec toute la gauche, ils sont avec toute la gauche. D'accord. Mais c'est un enjeu particulier, vu le moment. Tu vois, genre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est. Dès le premier tour, ils sont déjà ensemble. Ils ont déposé la liste, ils sont. Non, mais c'est le cas. Je sais pas. Moi, je pense qu'on est juste à côté de Fontenay-sous-Bois. C'est aussi le cas à Fontenay-sous-Bois. Il y a d'autres villes comme ça, dans lesquelles il va y avoir toute la gauche qui va travailler ensemble dès le premier tour. En tout cas, moi, ce qui me semble, c'est que dans les circonstances où il y a ces enjeux de bascule, c'est extrêmement important, soit de faire bloc pour empêcher que la ville soit conquise par la droite, soit de faire bloc pour essayer de récupérer des villes pour la gauche. Et dans ces villes, il y en a 3 sur lesquelles il me semble qu'il y a des enjeux qui sont, j'en identifie en particulier 3. Paris et Marseille, qui sont 2 villes qui sont dirigées par des socialistes et qui sont véritablement menacées, à Marseille par l'extrême droite et à Paris par Rachida Dati, que je considère comme une trumpiste. C'est-à-dire, donc ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, les trumpistes, ça fait partie des nouveaux fascistes d'aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu. D'ailleurs, Rachida Dati pourrait tout à fait faire alliance avec Sarah Knafo, officiellement ou officieusement. Enfin, je veux dire, ça peut se passer de plein de manières. Et donc, pour moi, il y a un enjeu tout à fait fondamental à ce que ces 2 villes, qui sont des villes très importantes, et ça pèserait lourd dans le débat politique, et ça pèserait lourd pour les habitants de ces villes, et en particulier pour les plus... ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont besoin des solidarités, les enfants, les vieux, les étrangers, les immigrés, etc. C'est tout à fait fondamental que ces villes ne passent pas à l'extrême droite ou à la droite trumpienne. Et donc, je trouve qu'on peut toujours raconter que le combat, c'est le combat contre le fascisme. Si le combat, c'est le combat contre le fascisme, alors il faut absolument que ces villes, que la gauche s'unisse
toute la gauche pour pouvoir empêcher que ces villes Au second tour. Oui, le premier tour c'est fait là, les listes ont été déposées. les listes sont déposées, l'affaire est entendue. Ils feront chacun fera ce qu'il voudra et on va compter les voix et on en tirera les leçons. Mais au second tour, il y a et pour moi la possibilité du second tour. Pourquoi je pense que c'est intéressant, important d'en parler maintenant, c'est que la possibilité pour que le second tour on se rassemble, c'est que le premier tour ne soit pas marqué par des ruptures qui rendent très 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 compliqué le second tour. Alors ceci étant, voilà, ce qui risque d'arriver un tout petit peu, et c'est pour ça que je disais ce matin, ce que je crois qui se passera, c'est que je pense que les électeurs de gauche, eux, le feront. C'est-à-dire, je suis absolument convaincue que devant les enjeux pour Paris et pour Marseille de ne pas laisser ces villes passer de l'autre côté de la barricade, là, comme ils disent, je pense que les électeurs de gauche vont trouver la force de se rassembler. Tu veux dire un peu sur Paris et Marseille? Sur ces deux villes, c'est que je souscris totalement à ton analyse. Je rajouterais que moi, je pense que en l'occurrence, dans ces deux villes, c'est le Parti socialiste et ses alliés écologistes et communistes qui arrivent devant. Oui, largement. Et largement. Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est ça. Et donc, la question, c'est que va faire la France insoumise si elle arrive à se maintenir au deuxième tour, c'est-à-dire à faire plus de 10% des suffrages. Et là, c'est pas la même chose à Paris et à Marseille, puisque à Marseille, Benoît Payan a l'air d'être ouvert, en fait, à des discussions avec la liste insoumise de Sébastien Delogu, alors qu'à Paris, Emmanuel Grégoire a dit niet. Il y aura pas d'alliance, ils vont pas fusionner les listes pour que il y ait une gauche unie contre la droite de Rachida Dati. Et donc ça pourrait menacer de faire perdre Paris, d'ailleurs plus que Marseille, je pense. Et Paris, là, et moi c'est là que Payan, il a dit qu'il était prêt à s'allier avec Delogu. Il a dit dans son débat, c'est un débat sur BFM, il n'est pas catégorique, tu vois. Il a jamais dit genre la porte est fermée. Et Delogu, il a dit quoi? C'est compliqué parce que genre enfin personne ne peut prendre la responsabilité de laisser alors ça au RN. D'accord. Paris, là pour le coup, il a été contre Emmanuel Grégoire, il est très clair à chaque fois, c'est pas d'alliance, y compris au second tour. Sophia Chikirou, elle, est beaucoup moins claire. Enfin, et franchement, je lui donne plutôt le point. Hein, enfin, quand je dis qu'elle est pas claire, c'est-à-dire que parfois elle répond à l'agressivité d'Emmanuel Grégoire en disant genre pas d'alliance au second tour, je veux pas d'un maire socialiste, je veux absolument pas d'un maire socialiste à Paris. Voilà, comme si c'était ça son obsession, alors qu'il y a Rachida Dati qui menace. Et puis après, la semaine d'après, elle dit non mais attendez, nous on est ouvert à la discussion si Emmanuel Grégoire est ouvert. Et comme lui ne s'ouvre jamais, Sophia Chikirou elle dit moi non plus dans ces cas-là je m'ouvre jamais. Moi ce que je pense c'est que il peut y avoir en fait, comme tu as dit tout à l'heure, des alliances qui soient pas des mélanges de listes. C'est-à-dire que, ils se retirent. Comme ça a été le cas dans la région des Hauts-de-France. Je rappelle toujours cette histoire. Mais dans la région des Hauts-de-France, c'était pas aux dernières élections, mais à celles d'avant, l'extrême droite menaçait de remporter la région et la gauche a décidé au second tour, non pas de faire une alliance avec la liste de Xavier Bertrand de droite, mais de se retirer. Purement et simplement. Oui, non, mais c'est pas avoir d'élus. Mais c'est la honte, hein, franchement. Alors, faut dire, parce que la gauche. Parce que il y a autant de différence entre la gauche que Xavier Bertrand que le Parti socialiste et la France insoumise. C'est qu'on peut pas s'allier, c'est impensable de s'allier. C'est impensable de faire alliance avec le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste pour diriger une ville où même tu peux ne pas vouloir prendre de place dans l'exécutif. Mais en fait, tu vois, je veux dire, faire cette équivalence de se retirer comme la gauche l'a fait dans le Nord pour empêcher l'élection du Rassemblement national, pour moi, c'est une équivalence qui me paraît stupéfiante, tu vois. Bon. Passons à la troisième ville dont tu voulais parler, le Havre. Ouais, le Havre, il y a Nîmes aussi qui pourrait être, qui est dans les villes importantes qui pourraient basculer. Et là aussi à Nîmes, c'est un communiste. Ça serait quand même un drôle de truc. De retournement, de retour. Mais Nîmes a été longtemps communiste. Oui, non, mais que le Parti communiste retrouve Nîmes et Le Havre, deux grandes villes de plus de 100 000 habitants. C'est une drôle d'histoire. Tout à fait. Hein. Non, c'est pas Nîmes, c'est quand même très très engagé. Hein. Ouais. Nîmes, a priori, c'est ce qui va se passer. Hein. La gauche rassemblée avec un tête de liste communiste, c'est quand même ce qui se profile. Le Havre, c'est pas fait.
notamment, enfin, je veux dire, il y a un sondage qui est sorti hier qui donne Lecoq gagnant face à Édouard Philippe, avec l'extrême droite qui se maintiendrait à 18%. Bon, on verra ce qu'il en est. Il y a que 2 points d'écart, donc on est vraiment dans la marge d'erreur du sondage. Et en plus, on sait que les sondages, ils participent aussi finalement à la dynamique. C'est-à-dire que soit ça donne du vent à la gauche, soit ça mobilise la bourgeoisie et pour dire on va quand même pas laisser un coco revenir à la mairie. Donc, quel est l'effet de ce sondage? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'au Havre, il y a un enjeu qui, évidemment, dépasse la question du Havre. Si Édouard Philippe perd, hein, c'est un peu, d'une certaine manière, c'est un peu comme si Fabien Roussel perd à Saint-Amand-les-Eaux. C'est-à-dire que c'est difficile de se présenter à l'élection présidentielle quand on a été battu dans sa ville. Ça crée un petite faiblesse politique. De départ. Voilà. Bon, enfin bref, Édouard Philippe l'a dit, s'il ne gagne pas le Havre, il ne se présentera pas à l'élection présidentielle. Et évidemment, c'est un événement qui n'est pas rien, qui n'est pas marginal. D'abord parce qu'il est considéré encore aujourd'hui comme celui qui est le plus haut dans les candidats de la droite, le plus susceptible d'être en tête des candidats de la droite, avec la stratégie qui est la sienne, c'est-à-dire de dire je serai le plus haut dans les sondages et que donc je rassemblerai l'électorat de droite, c'est-à-dire je fais une primaire sauvage, qu'on appelle une primaire sauvage, c'est-à-dire les sondages finalement me mettront en tête et donc tout le monde votera comme Jean-Luc Mélenchon. Comme ça a été le cas pour Jean-Luc Mélenchon en 17 et en 22. Et donc, si c'est pas lui, la question évidemment se réouvre pour la présidentielle. Et de plus en plus, il y a un candidat qui commence à pointer le bout de son nez, là, tout. C'est Sébastien Lecornu. Alors, j'ai vu ce matin qu'il y avait un papier qui avait l'air de contredire un peu mon hypothèse, qui est que c'est Sébastien Lecornu qui va embarquer le camp de la droite macroniste, LR compatible, et etc. Il y a un papier qui dit oui, il est trop dépendant d'Emmanuel Macron. Il est dépendant d'Emmanuel Macron, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il a attaché son nom à l'idée qu'il a réussi à mettre un coin dans le symbole, le seul bilan d'Emmanuel Macron qui est la réforme des retraites. Et ce qui donne de la force à Lecornu, c'est qu'il apparaît comme assez loin dans le style d'Emmanuel Macron. Il n'est pas arrogant et start-upper, mais surtout, il a pour lui à la fois d'être bien ancré à droite et d'avoir acquis la sympathie des électeurs socialistes. Puisque il y a une part non négligeable dans l'électorat socialiste, c'est 40%, qui pensent qu'il serait un bon candidat, etc. Et que donc en second tour, contrairement à d'autres, parce que finalement Gabriel Attal il s'est identifié qu'à un truc, c'est à l'abaya, Retailleau il s'est identifié qu'à un truc, c'était à emmerder l'Algérie. Lui, il s'est identifié... Édouard Philippe, la retraite à 67 ans. Voilà, Édouard Philippe, la retraite à 67 ans, tandis que Lecornu, il s'est identifié, en fait, à l'abandon du 49.3 et le moratoire sur la réforme des retraites. Et donc, en fait, voilà, mon idée, c'est que ce qui peut se passer, c'est d'avoir une candidature qui serait du genre Lecornu, c'est-à-dire que tous ceux qui pensent occuper l'espace d'Emmanuel Macron en moins âpre en seront pour leurs frais. Donc, je crois que François Hollande peut pleurer sa mère. Il rentrer chez lui. Il rentrer chez lui. Voilà, parce qu'en fait, la place va être prise par un monsieur qui va s'appeler Lecornu. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec cette théorie. Je comprends pourquoi... Elle est naissante et surtout c'est qu'elle n'est pas au cœur de nos préoccupations. Non, Roche, mais c'est quand même pas. Enfin, je veux dire, le reste du monde existe aussi. On peut peut-être le regarder de temps en temps. En fait, je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que Lecornu, contrairement à tous les autres que tu as cités et qui ont vraiment dit des choses
énorme concernant les 67 ans d'Édouard Philippe, mais aussi tout ce qu'il raconte sur l'immigration, etc. Gérald Darmanin qui veut un moratoire ou zéro immigration pendant je sais pas combien de temps, 2, 3, 4 et faire un référendum. Enfin, Retailleau, j'en parle même pas, il est déjà parti avec armes et bagages du côté de l'extrême droite. Gabriel Attal, il s'illustre vraiment genre par son obsession, en fait, ses obsessions islamophobes. Enfin, je veux dire, c'est comme ça aussi que il arrive à exister tous les 6 mois médiatiquement. Donc, je vois bien que Sébastien Lecornu, il est un peu différent. Il a, pour l'instant, il n'y a pas eu d'énormes trucs comme ça, comme les autres ont eu. Néanmoins, et c'est là que je mettrai mon bémol, c'est que il a pour l'instant, les autres sont entrés en fait de fait dans la course présidentielle il y a quelques mois, voire quelques années. Ouais. Pas Sébastien Lecornu. Et donc Sébastien Lecornu, quand à un moment il va devoir avancer, et si à un moment il commence à penser qu'il va pouvoir être candidat, et autre chose que l'ingénieur de j'ai réussi à faire passer un budget, même si c'est un budget de merde, j'ai réussi à le faire passer, parce que pour l'instant c'est la seule chose qu'il est. S'il veut se donner la possibilité d'incarner un horizon pour la France, va falloir un peu qu'il avance, qu'il dise, bon, bah voilà, je pense ça, je pense ci des retraites, par exemple, je pense ci de l'immigration. Et là, comme tu l'as rappelé pour les Gomènes, il est un homme de droite. Et donc, j'ai le plus peur de ce qui pourrait sortir de sa bouche et de son cerveau. Tu vois, je ne doute pas que lui aussi peut-être voudra un moratoire, voudra un référendum sur l'immigration, voudra la retraite à 72 ans ou je ne sais quoi. Non, mais oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement, alors je mets Retailleau à part, hein, parce que lui, je pense que c'est pas son problème. Ce dont on parlait la dernière fois, la semaine dernière, dans le dernier débrief, c'est que moi, je crois que réellement, du côté du centre gauche et centre droit, ils cherchent une solution qui empêcherait Bardella d'accéder au pouvoir. Je pense que c'est pas pour l'instant. Alors pareil dans les histoires de on est là où on est là, on est fasciste ou antifasciste. Il se trouve qu'il y a des gens qui sont pas du côté du fascisme et qui sont pas de notre côté non plus. Je veux dire, ce centre gauche, centre droit, je ne crois pas qu'ils aient, pour l'instant, se soit dit que c'était une bonne idée que Bardella prenne la direction de la France pour plein d'enjeux, hein, pour les enjeux français, pour les enjeux européens aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, si Bardella prend la direction du pays, si le RN arrive au pouvoir, les conséquences à l'échelle européenne ne seraient pas mineures, et donc à l'échelle mondiale, etc. Donc je pense que réellement, il y a des gens qui sont à la recherche, il y en a plein qui sont à la recherche de leur propre élection, mais il y en a aussi une recherche, chacun se racontant ses petites histoires pour se dire qu'il est la personne ad hoc, mais en tout cas voilà, ce que je veux dire c'est que je pense qu'il importe de continuer de regarder aussi ce qui va se faire, pas simplement, ce qui va se faire en dehors de l'espace de la gauche, qui pour l'instant est assez atone, en dehors de Mélenchon. Je ne sais pas s'il y aura une primaire. Oui, c'est ça. Oui, notamment parce que il y a une question, hein, c'est que dans la mesure où il y a une partie des gens qui veulent la primaire et qui disent on veut la primaire, qui n'exclut pas la France insoumise, c'est-à-dire qui considère la France insoumise comme faisant partie de la gauche avec laquelle on veut travailler, et qu'il y a une partie des gens qui veulent la primaire mais qui pensent qu'on ne peut plus faire d'alliance avec la France insoumise, ça crée quand même un hiatus. En dehors de toutes les autres différences, là, il y a un hiatus stratégique qui rend, qui fait qu'en ce moment, la primaire, elle a pas une patate infernale, quoi. On verra après les municipales. Surtout que c'est censé être une primaire Géser, je te rappelle. Oui, mais ça, ce que je veux dire, c'est s'il y en a ou il y en a pas, et on verra à mon avis, ce qui va se passer au Parti socialiste après les municipales, puisque c'est là qu'ils vont prendre une position sur oui, les municipales, peut-être qu'on pourra terminer là-dessus, vont, j'espère, être un moment où on va regarder en fait ce qui s'est passé, ville par ville, alliance par alliance, qu'est-ce que ça a donné des dynamiques, ça a été quoi les positions des uns et des autres qui a abouti à quel résultat. Voilà. Et que à partir de ça, à la France insoumise, au Parti socialiste, chez les Verts, chez les Cocos, etc., on dira OK.
Bon, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, va falloir qu'on affine en fait nos stratégies, que ce soit celle de Mélenchon ou celle genre je sais pas moi, Olivier Faure et Boris Vallaud, de Marine Tondelier, que tout soit affiné en fonction de ça. Tu vois, en fonction de ce qui s'est passé. Si c'est un raz-de-marée pour le Rassemblement national et genre une baffe pour tous les autres, j'espère que genre on va sortir les doigts du cul, tu vois. Ouais, non, Là, mais on n'est pas forcément vulgairement comme ça, mais oui. il y aura des conclusions, mais je pense que c'est pas ça qui va se passer. Mais de toute façon, oui. En tout cas, c'est certain que dans l'espace politique, il y a un temps municipal, il y aura du avant et du après municipal. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.